Hop. Bon, donc, gros problème quand on commence à faire l'AI, en fait, c'est le retour sur l'investissement. C'est des choses, on se dit, on peut acheter ci, on peut acheter ça, mais comment on fait pour avoir quelque chose de retour? Donc, apparemment, il n'y a que 5% qui arrivent rapidement à retirer quelque chose. La plupart des projets, ils ont des difficultés. Donc, hop. Donc, les trois obstacles principaux, c'est l'intégration et complexité des données, les compétences et la sécurité. Parce que je n'ai pas envie d'exposer mes données à n'importe qui. Comment dire, il faut que je sois compliant avec les règles. Donc ça, trois obstacles. Donc, aujourd'hui, il n'y a que 1% des données qui sont utilisées pour le Gen AI. C'est très peu. Il y a de plus en plus de données structurées, non structurées, pardon. C'est pas dans les bases de données relationnelles. Et donc, c'est assez difficile à exploiter. Et après, il y a beaucoup d'incertitudes sur la qualité des données qu'on a. Maintenant, on a plein de sources différentes, d'outils différentes pour accéder. Donc, il faut beaucoup de compétences différentes. Les données peuvent être un peu de partout. Et les besoins ne sont pas les mêmes. Il faut bien connaître les besoins des gens. OK. Donc, ça ne marche pas. Donc, effectivement, classique data warehouse. On a des ETL, on va prendre des données dans des sources différentes et on va transformer les données en des batchs de nuit, etc. On les met dans notre data warehouse. Mais pour ça, il faut avoir des compétences dans tous les domaines. Il faut comprendre toutes les sources pour extraire les données, il faut comprendre comment on peut les transformer et après, il faut comprendre comment interroger. Donc, on peut se retrouver dans cet exemple avec les besoins des compétences dans 4 langages SQL différents, toutes avec leurs petites nuances, comment dire. Donc, ça fait qu'on a un système assez complexe qui demande beaucoup de ressources et beaucoup de compétences pour exploiter les données. En plus, on a le data lake. Donc, on a toutes nos données non structurées qu'on va peut-être mettre dans un Cloudera ou autre chose pour pouvoir faire du reporting et intégrer ça aussi. Donc, on a une situation, on a quelque chose d'assez complexe et voilà, encore plus de compétences requises. Et c'est là où on positionne Watsonx Data comme un data lakehouse où on va intégrer toutes ces données pour pouvoir les exploiter ensemble. Donc, et gérer, et tout ça en Power, parce que c'est un système enterprise où on peut profiter. Donc, effectivement, moi, quand j'installe Watsonx Data, je fais un cluster OpenShift, j'installe Cloud Pak for Data, j'installe Watsonx Data, tout ça sur mon Power, et ça peut être dans la même machine que mes bases de données. Donc, je peux avoir, peu importe, Red Hat, IX, IBM I, ça, je peux les avoir tous dans le même serveur. Donc, effectivement, après, avec mon Watsonx Data, j'utilise Presto, c'est une version d'SQL, mais il peut exploiter des données dans Oracle, SAP, EDB et plein d'autres bases de données différentes. Donc, j'ai une seule langage pour interroger toutes les sources. Okay? Je n'ai pas besoin de transformer les données. Je peux les interroger sur place. Je me connecte sur la base de données, je fais ma requête, et si comment dire, et je prends que les données qu'il me faut, je n'ai pas besoin de passer des heures à transformer et charger dans mon data warehouse. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on a simplifié en termes de langage et on a simplifié en termes de process. OK? Donc, oui. J'ai une question. Oui. Presto, OK, il n'y a qu'une seule techno, mais le modèle de données.
la couche d'abstraction qui permet de comprendre l'information, Oui. Elle est designée dans Presto? Donc, le truc, c'est que quand j'accède à des données, j'ai un catalogue. Et le catalogue, il va décrire les objets que je peux voir là-bas. Oui. Donc, quand je fais ma connexion base de données, c'est là où... je donne l'exemple d'Oracle. J'arrive dans la base de données Oracle et je donne un user. Ce user, je crée un user exprès pour watsonx Data. Et ce user, je lui donne les droits d'accéder à certaines tables, oui, en lecture seule, par exemple. Et donc, je vais gérer cet accès à la source. Et ça fait que, comment dire, il ne peut pas faire n'importe où, aller n'importe où et toucher à toutes les données. On n'ouvre pas un accès comment dire, de mettre à jour. En fait, c'est vrai qu'il faut bien comprendre ce qu'on donne comme accès. Pour moi, ce que je fais, c'est que je crée un utilisateur spatial, je regarde tous les objets, je crée comment dire, je fais un grand pour lire et c'est tout. Et donc, je peux donner l'accès à 2 tables, 4 tables, je fais comme je veux. Et il va mettre ça dans le catalogue. Donc, quand je regarde dans le catalogue, je vais voir que ça. Okay. Et je vais montrer ça après. Okay. Donc, effectivement, avec mes données non structurées, je peux les amener et créer des objets dans watsonx Data. Donc, derrière watsonx Data, il y a la possibilité d'utiliser les formats open source pour créer les tables de ces types-là. Donc, c'est des formats différents. Donc, c'est format open source. Donc, par exemple, si je fais une table iceberg, après, si je décide de quitter watsonx Data, je les exporte et je les réimporte dans une autre truc iceberg. On n'a pas de vendor lock-in, c'est vraiment les formats open source. Et donc, je peux choisir le format que je veux et je crée une table là-dedans. Donc, ça peut être que je prends les données là, je fais une agrégation et je le mets là. Ou ça peut être, comment dire, la gestion d'une table ou une fichier. Et là, pareil, avec des fichiers plats, j'ai un fichier plat pour une interface entre 2 systèmes. Là, en l'occurrence, je prends le fichier et je fais l'ingestion et je crée une table avec. C'est assez simple. Okay. Donc, effectivement, j'ai aussi la possibilité de faire des requêtes SQL et je fais create table as select from. Donc, je fais mon select, je prends les données que je veux et je crée un objet qui contient que ces informations-là. Donc, ça peut être un subset des informations que j'ai. Ça peut être, par exemple, moi, le dataset qu'on a utilisé là, c'était à l'origine, c'était pour la fraude bancaire. Et donc, il y a des cartes bancaires américaines, il y a des transactions, il y a des cartes. Et là, je peux décider, ce qui m'intéresse, c'est que les gens de Floride. Et donc, je peux créer une table avec que ce subset-là. Donc, ça me permet d'avoir un point de référence et d'utiliser ça dans mes SQL. Donc, effectivement, quand je fais mes requêtes, je peux faire des requêtes où je combine des tables dans des sources différentes. Donc, je peux avoir une table dans Oracle et un autre dans EDB. Et je peux faire une requête qui combine les deux. Donc, effectivement, Presto, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder leur requête, il va envoyer une demande à Oracle pour repatrier des données qu'il utilise, et pareil pour EDB. Donc, c'est Presto qui gère, mais on peut faire des jointures entre des tables dans des bases de données différentes, et aussi dans les bases de données, les tables que j'ai créées moi-même dans watsonx Data. Donc, si j'ai la liste de mes clients de Floride, je peux combiner avec les données qui sont dans les autres bases de données. Donc, je peux faire des choses assez complexes et ça me donne une seule interface pour le faire. OK. Effectivement, comme je disais, on a des sources de données. Donc là, j'ai mes bases de données diverses et variées. J'ai Data Warehouse,
DB2, Oracle, Postgre, et je crée des catalogues. Et dans les catalogues, j'ai la liste des objets que je peux accéder au chaque. Et là, j'ai Iceberg. Et Iceberg, il stocke dans MinIO. Je ne sais pas si vous connaissez MinIO. C'est une sorte de file system. Et donc, il y a des buckets dedans. Et on place les objets dans les buckets. Et donc, c'est un stockage, comment ça s'appelle, l'object storage. Hein? Ouais. Voilà. Et donc, ça va stocker là-bas. Donc, c'est là où je vais stocker des objets que j'ai créés moi-même. Okay? Donc, effectivement, si je veux ajouter une base de données, c'est assez simple. J'ai toute une liste on voit là à gauche, plein de sources. Les connecteurs, ils existent déjà pour Presto. Et je remplis comme une connexion JDBC, la connexion sur la base, boom, create, et j'ai ma data source et le catalogue. Et après, je peux l'associer avec le moteur pour dire, voilà, je peux interroger en utilisant Presto pour voir tout ça. Donc, c'est assez rapide, c'est assez simple, et c'est une simple connexion. Donc, ça peut fonctionner sur plein de serveurs différents, sur le cloud. Le moment que les données sont dans le réseau, je peux combiner de la même manière que j'ai montré là. Et après, on a le workspace. Au message, je vais montrer. Donc, on peut faire des requêtes assez complexes. Le Presto SQL, c'est assez complet. Il y a même des packages procedures stockés et tout ça. Donc, je peux faire des choses assez intéressantes. OK? Donc, notion de pas besoin de créer du code ou... On va en parler, mais c'est plus... Là, pour l'instant, on est plutôt sur un SQL. Mais effectivement, ce n'est pas forcément l'objectif à la fin, mais on va en parler. Donc, effectivement, en termes de sécurité, comme je disais, j'ai la sécurité de ma connexion sur la base de données. Donc, je vais utiliser la sécurité qui est déjà là dans Sapana, Oracle. Donc, effectivement, c'est pas pareil dans tout. J'ai fait la même chose parce que je connais bien Oracle. J'ai fait la même chose sur EDB. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a des objets publics. Donc, il faut quand même comprendre un petit peu la structure des données pour savoir comment on gère la sécurité à ce niveau-là. Mais effectivement, j'ai aussi la sécurité qui est dans What's Next .data. Donc, j'ai plusieurs niveaux pour dire, donc, qu'est-ce que j'ai le droit de lire dans les bases de données et après, qui peut les accéder. Donc, je peux vraiment séparer et créer des utilisateurs et qui ont accès à des catalogues complètement différents. Vraiment, je peux faire une isolation. Donc, effectivement, j'ai access control. Je peux avoir des users, des groupes et des rôles pour gérer les accès. Okay. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. C'est un début. Ce que je montre, c'est on crée une plateforme, What's Next Data Empower, et ça, c'est la base. Ça, c'est le Data Lakehouse. Et l'idée, c'est que ça va être une source que je vais utiliser pour l'IA. Donc, aujourd'hui, dans mon démo, j'ai Presto et Spark. Donc, je peux créer mes objets, je peux gérer, faire des requêtes. Mais l'idée, c'est OpenSearch. Je vais utiliser OpenSearch. Et donc, là, j'ai une interface IA. Et donc, je peux utiliser les prompts. Donc là, je vais interroger sans SQL. Effectivement. L'objectif, c'est d'aller vers ça. Donc, mais ça va être la façon que j'exploite mes données à travers What's Next. Donc, c'est là pour effectivement, je peux regarder dans mes données là, pour la fraude, pour l'analyse des... C'est là où l'intérêt, c'est que je peux amener des choses sur mes vraies données
dans mes systèmes de records. Donc, et après, je peux faire du GenAI aussi avec RAG. Tout ça, c'est à venir. Bon, là, le démo, c'est plutôt sur la partie data, et ça, c'est le futur de ce produit. Donc, et après, la gouvernance, c'est en fait intégré dans l'appli et dans les connexions. Voilà. Donc, il y a, dans la présentation, j'ai 2 démos qui sont, comment dire, qui sont préenregistrés. Il y en a un avec IBM i et l'autre. Donc, c'est des vidéos de quelques minutes. Donc, et le deuxième, c'est avec Oracle et Postgre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça et je vais partager. Je vais vous montrer. Okay. Faire vite. Share. C'est parti. C'est bon là, vous voyez mon écran? Donc là, on voit, c'est plus ou moins la même chose qu'on avait avant. Donc, effectivement, là, je suis connecté comme admin et on peut voir que j'ai pas mal de choses sur la charte en termes de engine, de catalogue et on voit le stockage et les bases de données. Donc, ajouter un component, ça peut être que je vais utiliser multiples moteurs. Je peux ajouter ça, je peux ajouter les stockages supplémentaires ou les data sources. Donc, effectivement, quand j'ai parlé de qu'on a l'infrastructure manager, après on a le data manager. Donc, si je veux faire une ingestion, je peux créer une table. Donc, j'ai parlé de mes amis de Floride. Est-ce que je le vois là? Ah, les CSV. Donc là, j'ai un CSV qui contient. Hop. Donc, je choisis mon CSV. Il va analyser le fichier. Il va décider qu'est-ce que j'ai comme champ, qu'est-ce qu'il peut faire. Et je dois mettre un nom. Donc, on va mettre un test. Florida. Je fais un preview. Il va lire le fichier. J'ai fait l'ingestion. Et donc, il ne va pas prendre énormément de temps. Donc, voilà. Et bon, ça, c'est une toute petite table. Mais en fait, j'ai créé une table. Je n'ai pas eu à définir la structure et tout ça. Il a pris ça dans le... Donc, c'est assez rapide. C'est ça l'idée, c'est que c'est une façon de gérer sans, comment dire, sans complexité. Donc, et effectivement, maintenant, si je regarde mon Query Manager, ben, en fait, je l'ai créé dans Iceberg Data et je l'ai appelé Test Floride, c'est ça? Hop. Donc. Et en bas. Et en bas? Ouais. Non, attends. Bon, je vais faire un refresh parce que peut-être c'est pas. Test Florida, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai ma table. Et donc là, je peux faire Query Template, génère un select. Et donc, il me fait automatiquement le code pour faire un select. Je vais tourner ma select. Et là, j'ai mon résultat qui est affiché là. Okay. Et si je veux, hop, je le télécharge et le tour est complet. J'ai de nouveau un CSV avec les mêmes données. Bon, c'est pas super intéressant dans cet exemple, mais quand même, j'ai la possibilité de gérer des données facilement, de générer un SQL automatiquement. Donc, l'idée, c'est que c'est assez simple pour interroger les données. Donc, effectivement, là, j'ai, comme je disais,
je vois que j'ai mes tables qui sont dans Iceberg. J'ai un Data Warehouse DB2. J'ai les données qui sont dans Oracle. J'ai les données qui sont dans Postgres. Donc, là, l'idée, c'est que c'est un environnement de travail pour un développeur. Donc, moi, j'ai des requêtes sauvegardées. Donc, je peux regarder mes requêtes sauvegardées. Et par exemple, là, j'ai une requête où je regarde les cartes qui vont expirer dans 6 mois. Donc, je peux faire des casts, donc des transformations de données pour, comme c'est une carte de crédit, il n'y a que 2 chiffres. Donc, j'ai l'année et le mois. Donc là, je peux construire une date. Donc, je prends tout ça, je le fais en caractère, je fais un -1, comme ça, c'est le premier du mois. Et après, je le convertis en date pour faire une comparaison. Donc, je fais quelque chose d'assez complexe et ça me permet d'interroger la table avec ça. Donc, après, je me dis, bon, c'est intéressant, mais qu'est-ce que j'ai comme transaction pour ces cartes-là? Et donc là, j'ai des tables qui sont dans Postgre, et là, j'ai une table avec les transactions qui est dans Oracle. Donc, je vais combiner donc, avec un join classique. Donc, c'est comme si c'était dans la même base de données. J'ai une seule langage et j'interroge tout. On virtualise la data. La data virtualisation, en fait, on met une couche par-dessus plusieurs modèles et en fait, on utilise les ressources. Oui. Et ça utilise en fait une mémoire, c'est une mémoire consolidée avant la restitution, c'est ça. Donc, ça va tirer toutes les datas sur les systèmes sources et après combiner. Donc, il va pas prendre les tables entières. Il va pas aller chercher. Il y a pas dans les closeware. Mais ouais, voilà. Donc, il va chercher les données nécessaires pour construire cette. Donc, ça minimise les données qu'il me faut pour faire. Donc, évidemment, il faut gérer ça. Parce que si je lance des requêtes, moi, je me rappelle, j'ai bossé pour une boîte. Il y a quelqu'un qui a décidé de prendre une table dans la RH avec tous les employés et de le trier. Et ça faisait 90 gigas, la table. Donc, comme il prenait en entier et il triait, il fallait le mettre en place temporaire. Et il explosait la base de données. Donc, c'est clair qu'il faut limiter il faut quand même limiter ça. Mais dans les bases de données, en général, on a la possibilité de dire, si c'est trop lourd, on l'arrête. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même besoin d'un peu de compétences développeurs, mais on a des possibilités là pour faire des choses super intéressantes, super rapides. Ouais. Donc voilà. Et donc, et là, ces transactions, je me dis, bon, si c'est 10 ans, toutes les transactions qui ont plus de 10 ans, je n'ai plus besoin de les garder dans la base. J'ai besoin de les garder quelque part peut-être, mais je n'ai pas besoin de les avoir dans la base de données Oracle, dans l'occurrence. Je me dis, je vais créer une table. Et donc, je crée une table. Donc là, je mets un format. Si je mets rien, il fait Iceberg. Je peux faire Parquet, je peux faire Orc, je peux faire plusieurs formats différents. Et je fais juste le select, je fais tourner ma requête et ça me crée une table. Et pour les stocker. Donc, si je n'ai pas besoin d'accéder à ces données, l'idée, c'est que les données qui sont froides, qu'on utilise très peu, on peut les stocker là et on ne les a plus dans les bases de données qui coûtent cher. Donc là, on a cette possibilité. Okay. Donc, et effectivement, plus on évolue, il y aura plus d'utilité là-dedans. On a parlé de scheduler pour pouvoir tourner une requête régulière pour mettre les données, comme un ETL classique. Où il y a une notion de time travel, c'est-à-dire je veux regarder l'état de la table à tel moment. Donc je peux avoir une table qui évolue avec le temps, et je peux regarder l'état où c'était avant. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont là-dedans, et pour l'instant, c'est pas forcément là. C'est bon pour... Si vous revenez sur le schéma, là, ouais. Iceberg, c'est donc un file system sur lequel vous mettez
vous mettez les données d'archives à un format qui est moins épais que la base de données. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Oui, oui, oui. Donc c'est du storage qui est moins cher, et on n'a pas le. Comment dire. Donc l'idée, c'est vraiment d'archiver les données là-dedans. Ouais. Tu peux l'utiliser pour faire de l'ETL ou pas? Oui. Oui, oui. Ah oui. J'ai besoin des ETL en fait. Donc on peut faire un ETL, on peut prendre les données, les transformer et les mettre là pour combiner avec les autres, comment dire. Faire la transformation, tout ouais. Oui, oui. Et oui. C'est différent. Il a expliqué au début, le TL sert à alimenter, à transformer, proposer, stocker. Ça coûte du temps. Ça coûte du temps parce qu'il faut travailler. Là, l'avantage, c'est que j'ai accès à toutes les données, je combine les tables par rapport à des catalogues, et en fait, j'utilise la ressource initiale du serveur. Plus j'optimise certainement, il va y avoir une couche intermédiaire, in-memory pour accélérer et mettre à disposition directement les informations. Okay. Ça, et c'est top. Ouais. Et donc, effectivement, toutes ces données sont encryptées. Tout ce qui est stocké là, c'est encrypté. Donc là, c'est la sécurité est là. Bon, je vais arrêter la petite démo. Je vais retourner sur les slides. Hop. Un produit qui s'appelle Denodo qui fait ça très bien. Il fait ces couches-là, en fait, l'équivalent. Ça s'appelle la data actualisation, mais qui fait qu'en fait, je n'ai plus besoin de faire la transformation. Je mets une couche complémentaire. Et si j'ai besoin d'avoir de la transfo dans du data lake autre, je mets ma couche au-dessus et je consomme tout comme je veux. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, dans la présentation, il y a deux petits démos voilà, un sera avec BMI, l'autre sera avec les Postgres. Donc effectivement, je pense que chacun dure 2-3 minutes. Donc, actuellement, on a des use cases, on a 3 exemples. Donc, c'est une société, eux, ils sont dans la construction. Ils sont dans la location des engins de chantier. Donc, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont des machines, des grosses machines, des grues, des énormes camions, tout ça, et ils ont plein de systèmes différents. Et donc, quand ils cherchent, ils ont envie de mettre 3 grues sur un chantier, ils ont du mal à trouver. Il leur faut une demi-heure pour interroger de partout. Et donc, ce qu'eux, ils cherchent à faire, c'est de tirer toutes ces sources de données dans le watsonx Data. Et après, l'idée, c'est qu'ils peuvent le faire avec un prompt. Ils peuvent demander où est-ce que je peux trouver 3 grues, pas trop loin de tel endroit, entre telle date et telle date. Et boum, ils auront une réponse rapide. Donc ça, c'est leur objectif et c'est le projet qu'on fait avec eux. Donc, c'est en cours de développement, parce que comment dire, mais voilà, ça c'est leur objectif. Après, on a une société d'assurance. Et la société d'assurance, ils ont des données qui sont en prémisse. Donc, c'est les données où ils ont des réglementations, ils ne peuvent pas les mettre dans le cloud. Ils sont obligés de les garder chez eux. Donc, même s'ils voulaient combiner avec les autres données, il faut que ça soit en prémisse. Et c'est là aussi bien parce que le watsonx Data Empower étant en prémisse, ils peuvent tirer des données dans des system of record qui sont chez eux et en même temps aller chercher dans le cloud et combiner tout ça et faire le reporting sur le Power, donc en zone sécurisée, conforme aux réglementations qui sont, comment dire, donc ça c'est quand même super intéressant. Et le troisième, eux, ils ont beaucoup de données et eux, c'est vraiment l'idée d'avoir un lieu d'archivage. Donc eux, ils ont envie de prendre des données qui se considèrent cold, donc c'est des données qui sont plus utilisées et ils veulent les mettre à part parce qu'ils sont obligés de les garder, mais ils n'ont pas forcément envie de payer des bases de données super chères pour les garder. Voilà. Donc, on avait 3 challenges, c'est l'accès sur les données. Bon, effectivement, on a montré que l'accès est assez facile avec watsonx Data. La qualité des données, donc on va garder
les données sécurisées, parce que avec tout ce qu'il y a sur le serveur Power, l'encryption, etc., comment dire, et l'environnement qui est assez robuste. Donc là, c'est bien. On contrôle la gouvernance à travers le produit. Performance et le throughput, c'est le serveur qui va amener ça. Et on peut optimiser des queries avec des engines. Donc aujourd'hui, on a des engines qui sont basés sur Java. Mais dans les releases futures, on aura des engines qui sont basés sur C++, qui seront plus performants. Donc, il y a une évolution de ce côté-là. Et effectivement, donc on a le Power et le What's Next Data. Et as single point, c'est une seule personne, une seule source pour le support. On passe par l'équipe de ce côté-là. Donc, c'est GA dans quelques semaines. Ce n'est pas disponible aujourd'hui, mais dans quelques semaines. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce que c'est, comment dire, c'est presque là. C'est dans quelques semaines. Donc, on aura les fonctionnalités qui vont évoluer, qui vont s'améliorer dans les mois à venir. Okay? Donc, tous les détails là, mais voilà, on a un produit qui est là aujourd'hui et qui va continuer à évoluer. Donc, moi, je bosse à Montpellier. Je suis à Client Engineering et nous, on cherche les clients qui veulent travailler avec nous sur du co-création. Donc, c'est-à-dire, vous avez un use case, on peut travailler ensemble. Nous, on est gratuit. C'est un service qu'on fait pour, comment dire, donc, on peut travailler ensemble sur le use case et essayer de trouver une solution. Et donc, on fait ça, on fait les démos, on fait les hands-on lab pour tester. Donc, voilà, donc on a la possibilité de travailler ensemble. Donc, j'ai mis ça pour... début décembre, on fait un événement à Montpellier où vous aurez la possibilité de faire un lab hands-on. Bon, je l'ai mis dans les slides pour ça. Donc, voilà. Donc, en fait, on a un super bon contact avec l'équipe du produit et ils nous demandent de vous demander c'est quoi vos challenges, qu'est-ce qu'il y a qui fera que What's Next Data sera un bon produit pour vous. Et s'il y a quelque chose qui manque, donc il y a un petit quiz. Il y a 5 questions et donc il y a le QR code là, donc il y a l'URL là. Donc ils sont super motivés de savoir ce que vous pensez parce qu'on peut faire évoluer le produit dans le sens des clients. Donc je trouve que c'est rare d'avoir une équipe qui est à l'écoute. Donc si ça vous intéresse, ils sont bien motivés pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Venir tester, ouais, ça m'intéresse. Ouais. En fait, on a Presto, le regarder. Ouais. Si je parle trop vite, il faut me le dire. Non. Je suis du Sud, donc. Nous aussi, Presto, le regarder parce qu'on a cette problématique-là. Souvent, en fait, on a des données dans un ERP qui est sur IBM, oui. Donc stocké sur du DB2. Et après, on a d'autres solutions qui sont par ailleurs, voire peut-être même dans le cloud aussi, sur des solutions SaaS. Et en fait, on cherche à avoir quelque chose qui nous combine les choses. Aujourd'hui, on crée un dataware, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, pour l'instant, un data lake. On ne gère pas suffisamment d'événements pour ça et on n'a pas de données non structurées. Mais tous les flux d'alimentation, etc., ça prend du temps. Et en fait, on voudrait raccourcir ce temps-là. Mais tu répliques les données, en fait?
En fait, on a sur notre IBMI, on a le DataWare, on l'a fait sur DB2 parce qu'on considère que la base de données est oui. Donc, on a une partition pour le DB2 de DataWare et on a une partition pour on a plusieurs partitions parce qu'on a Dev, etc. Mais pour le RP. Donc, on combine, comme on a un principe d'agence où, en fait, historiquement, notre société voulait que les agences soient indépendantes parce que si on devait les céder, on devait être. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très silotées. Donc, on tire les datas, on alimente, on structure, etc. On a beaucoup de traitements qui se font. Et du coup, le pipeline, il a un coût. En fait. Et aujourd'hui, ce coût-là, on veut le réduire. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est du batch. C'est du batch. La réplication. C'est du batch. Et après, et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de fois, les gens veulent du temps réel. En fait. Ouais. Après, le temps réel, la contrepartie, c'est que tu peux courir ta problème. Et donc, le reporting opérationnel, c'est bien, mais... Et ça dépend. C'est pour ça que je disais que les plateformes type Demodo sont relativement peu intrusives. Elles tirent avec le bout. Et c'est pour ça, Presto, je pense qu'on regarder ça parce que bon, Demodo, ça va un œil quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est déjà chez IBM, là, le premier est parti. Donc, on voulait de l'open source et en fait, voilà, normalement, les plateformes sont moins intrusives que ça, parce que justement, en fait, ça tire l'information dont ça a besoin. C'est la combinaison se fait en mémoire. Oui. Et voilà, du coup, c'est un moyen de. Parce que ce qui a été packagé, j'ai l'impression, c'est l'outil d'administration, oui. le Spark, le REST, etc. Effectivement, là, on a, comment dire, il y a plein d'outils que je peux montrer. Il y a une interface Presto où on peut regarder toutes les requêtes, tout le reste. Donc, on a aussi le console.io. Donc, on a pas mal de choses, en fait, qui sont là. Mais bon, on passerait l'après-midi si on regarde tout. Mais effectivement, je pense que c'est ce que, quand on parle de gouvernance et la sécurité des données, c'est cette notion d'avoir une structure avec des utilisateurs. Je peux créer des équipes. J'ai oublié de montrer, en fait, on crée une équipe, un user group, et on peut dire, bon, je donne tel droit à ce groupe-là. Et par exemple, ça peut être les développeurs ou les DBA ou autre chose, et je donne les droits, et après, j'associe ça avec les objets. Donc, j'ai montré qu'on avait le Object Access et donc Access Control. En fait, à ce niveau-là, je peux dire, OK, pour tous mes DBA, je donne cet accès-là. Et ça fait que c'est assez simple à gérer. Parce que je donne les droits, à un rôle, et après, tout le monde a. Donc, je pense qu'il y a quelques fonctionnalités qui sont intéressantes là. Et après, effectivement, l'idée, c'est que, avec le moteur OpenSearch, c'est l'évolution vers l'IA et d'avoir l'IA qui peut accéder à tout ça. Oui, du coup, tu peux travailler sur les métadatas. Enfin, tu sais, par rapport à ce que je peux en parler avant, là, c'est est-ce que tu peux mettre du texte lié à la donnée, genre pour dire agence de Marseille, et derrière nommer les objets en fait. Ah oui, ça tu peux. Quand tu balances un prompt, oui, voilà, je cherche. Ouais. Oui, non, mais effectivement, dans les catalogues, on peut avoir plusieurs catalogues qui pointent sur la même base de données. Hein. Moi, ça peut être plusieurs utilisateurs différents qui ont des objets différents qui sont derrière. Donc oui, effectivement, on peut faire des choses comme ça. Ouais. Pour répondre à tes copains de Solid Data, il faut qu'ils regardent ce que fait SAP sur la partie BDC. Et je pense qu'on est proche de un certain nombre de choses, parce que c'est ce que SAP promeut aujourd'hui, là, c'est cette couche là, data, tu sais, là, qui s'appelle le BDC. Tu as toute la partie extraction, datasphère, ouais. Pour la partie ETL. Ils arrivent avec des métadonnées métiers, c'est-à-dire que comme ils maîtrisent les tables SAP, ils ont des mots-clés.
puis derrière, tu as toute la couche analytique. Et c'est de la préparation de la donnée pour faire ou du reporting ou pour les outils d'IA qui viennent attaquer après. Donc là effectivement, une partie comment dire, de Watsonx Data, c'est d'avoir des données vectorisées. Donc, stocker des données vectorisées pour pouvoir faire la RAG et tout le reste pour les élèves. Ça, c'est, comment dire, ça fait partie. Donc, on a des services Minus qui sont positionnés aujourd'hui. Je pense que c'est G-Vector qui vont utiliser primairement, mais bon, voilà. Donc, l'idée est là que on va faire ça. Hein? Ce matin, c'est ce qu'il nous a dit. Ça. Machin, c'est un stack. La base pour remplacer les bus. C'est où ça dépend de quel produit. Oui, oui, entre autres. Ça dépend des produits. Pas binaire, je remplace. Non, vraiment ce que tu veux faire. Par exemple, sur Spire, la RAG préférée, c'est Bifus. Et là, ça va changer un peu. Donc, et comme c'est un cluster comment dire, OpenShift, bah, il y aura d'autres produits qui vont se mettre dans le cluster et on aura l'intégration. Intégré à travers OpenShift. Il y a le choix, certains qui sont plus ou moins adaptés. C'est l'intérêt d'être sur cette plateforme OpenShift, c'est d'avoir l'ouverture sur tout, enfin, co-hosté sur la plateforme. C'est une data comme des sources de données, telles qu'on les a. Il y a le catalogue, ou même il y avait des options custom, enfin, qui ne sont pas forcément déjà dans la liste des connecteurs, entre guillemets, directs. Parce que là, je vais montrer une archive, la partie iceberg en fait. C'est Watsonx qui le gère ou c'est les composants qu'il y a à l'intérieur qui le génèrent? C'est-à-dire, parce que c'est Watsonx qui orchestre. Qui orchestre, ouais. Et l'enregistrement, quand je crée une table à cet endroit, ouais. qui a un fichier texte en fait posé sur une archive. Oui, donc il y a deux choses. Il y a un fichier qui est placé dans le MENAIO, ouais. et après il y a les métadonnées qui sont dans une base de données de métadonnées aussi. D'accord. Donc voilà, donc tout est stocké dans le MENAIO, mais c'est Watsonx qui ouais. Donc effectivement, c'est comment dire. Moi, la première chose que j'ai vue quand je me suis dit, bah, le MENAIO admin, par exemple, par défaut, quand c'est installé, c'est MENAIO admin. Donc je me connecte, j'essaie, ça marche pas. Le port, c'est pas standard. En fait, ils ont quand même fait des choses pour éviter que ça devienne comment dire, une entrée pour un hacker, quoi. Donc, les mots de passe, tout est généré avec les strings de caractères comme ça. Et donc, c'est assez bien fait. Il y a pas mal d'open source là-dedans, mais qui sont plus enterprise ready, on va dire. C'est le terme. Galvaudé, mais ils sont pas catchés. Il y a un orchestrateur qui est mis pour l'industrialisation. Parce que c'est clair que quand on a parlé de ça, que ça allait venir sur Power, la première chose que j'ai fait, c'était d'installer Presto, d'installer, comment dire, tout le MENAIO, tous les produits. Et là, je vois énormément de failles de sécurité. Et je me suis dit, oh. Et quand j'ai testé ça dans le Watsonx Data, je me suis dit, bon, il n'y en a aucun. J'arrive pas à passer par les choses que j'ai trouvées comme. Tu installes en direct. Oui, en fait, c'est une façon de supporter de certains open source, puis sur des moteurs qui ont fait leur preuve et
Oui, c'est une combinaison de produits open source intégrés et avec un orchestrateur qui permet comme je disais, il n'y a pas de vente de lock-in. Si un jour on décide de tout exporter et le mettre ailleurs, sur un autre iceberg, comment dire, c'est un format open source, donc c'est tout à fait possible. L'open source, vous savez, mais IBM, quand même, est rattaché à l'open source. Je ne sais plus si tu l'as mentionné ce matin, mais Spire, tous les modèles qui vont être, tous les modèles et les cas d'usage qui vont être mis dans la plateforme Spire sont open source. C'est-à-dire que c'est pas, la manière dont on va faire le document de processing, où on a parlé aussi de, je sais plus, de RAG, les process, ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui sont dans un catalogue sur GitHub, accessible, open source. On n'est pas là, entre guillemets, à faire quelque chose de ultra propriétaire sur Spire. Et c'est un peu cette idée, globalement, sur les modèles qu'on a dans le Watsonic CIA, Granite, 90% qui sont open source. IBM est très ouvert de ce côté-là, sur la partie IA notamment. Entre le modèle économique, c'est quoi? Le modèle économique pour Watsonic Data, par exemple. Spire, j'ai compris qu'on n'allait pas encore concerné parce qu'on n'est pas sur ce type de plateforme pour l'instant, mais on y viendra, on se posera la question à ce moment-là. Mais ça, Watsonic, c'est quoi le modèle économique en fait? En termes de. Donc, si j'ai bien compris, c'est basé sur l'utilisation et c'est basé sur un sizing plus ou moins t-shirt sizing, petit, moyen, grand. Donc, je n'ai pas les détails, c'est pas mon domaine. Mais je sais que c'est dans ce sens-là qu'ils avaient pensé à licencier. Donc, on peut le trouver rapidement. Hein. Ouais. C'est une question. Oui, c'est une question. You can ask Ronnie, maybe we have a question on the pricing model of Watsonic data. The pricing model. It's going to be via the software pricing tool. So whatever pricing you get from software, it will be separate. So it wouldn't be part of the Power process. Okay. So Power will go via the Power processing, quoting and ordering process, and then software, Watsonic data will go on its own process. You can buy it as standalone licensing as you would normally buy any software. And we know clients would have ELA, so they might want to include it into the ELA, so it'll be priced into the enterprise license agreements as well. In terms of, it's going to work on the number of cores and stuff that you guys have, right? So it's a per core licensing model. It's not like the AI tools, which is going to be based on RSUs, right? Which is c'est facile. Tous les connecteurs, c'est vrai qu'il y a des. Alors, je sais aussi que sur l'initiative au niveau européen, si vous êtes intéressé, pour pouvoir tester Watsonic Data sur les power que vous avez chez vous, en activant les dark cores. Des corps. Si vous avez des corps qui ne sont pas, sur machine power, qui ne sont pas utilisés, c'est pas un process. Demander à la sales leader européenne qui nous a dit on a les moyens de pouvoir faire des expérimentations de Watsonic Data. C'est en avance de phase, vous avez compris, il n'est pas encore géant de Watsonic Data sans avoir à activer des corps supplémentaires sur Power, parce qu'après, ça a un coût de les activer. Donc, si ça vous intéresse, vous contactez. Moi, je suis en relation avec les bonnes personnes pour voir comment on peut, quel est le process. C'est quelque chose d'assez expérimental comme procédure, mais ça peut valoir le coup si vous êtes, déjà, ça vous intéresse. On va voir. Je vais essayer d'envoyer des gens à moi déjà le 3 et le 4. Oui, oui. Après, il y a des étapes en amont, effectivement, pour pouvoir tester. Et puis après, comme ça, on voit. Tu veux que je remets le QR code ou pour le. Je vais fâcher, je commence à remplir. Il marche le QR code? Ah oui.
Ah, parce que Thibaut me disait ce matin qu'il ne marche pas. Ah Non, oui, mais ça, c'est pas, ça, c'est pour le. ça c'est pour le quiz. Ah oui, d'accord, oui. Ok, Et j'avais l'autre pour le. Celui-là, j'ai pas essayé. Ce matin, effectivement, il ne marchait pas. Non, si, il marche. Vous approchez ou pas?